Bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Valentin Franc avec vous, très heureux de vous retrouver. Alors nous sommes le mercredi 27 février 2019 et ce matin, les marchés sont globalement à l'équilibre, que ce soit sur le Forex ou sur les indices, le S&P qui plafonne toujours en dessous de 2008, le CAC en dessous des 5250, bref, les indices à l'équilibre. Hier, on a une clôture dans un ordre dispersé, alors le Nasdaq a réussi à gagner un peu de terrain, mais le Dow Jones, excusez-moi, mais le Dow Jones et le S&P en ont légèrement perdu. Donc voilà, globalement c'est neutre sur les indices à très court terme. On a eu un discours de Jérôme Powell devant le Congrès américain. D'ailleurs, il y en aura un second aujourd'hui. Euh, et dans son discours, eh bien Jérôme Powell n'a pas surpris le marché. Voilà, c'est statu quo de la Fed pour le moment, et on va voir ça de toute façon dans un petit instant. Alors la question que je me pose ce matin et que je souhaite partager avec vous, c'est est-ce qu'il faut acheter le JBP compte tenu du fait que Theresa May a ouvert la voie à un possible report du Brexit au-delà eh bien de la fin mars, jusqu'à juin. Voilà, Theresa May qui proposerait jusqu'à juin, compte tenu du fait que au-delà de juin, ça nécessiterait de participer aux élections européennes qui auront lieu en mai, et chose que voilà, qui n'est pas envisageable en tout cas pour le moment. Voilà, rebond important de la livre hier, qui a bondi de plus de 1% face au dollar et face à l'euro. Voilà, la livre qui est revenue à des plus hauts de plusieurs mois face à ces deux devises. Est-ce qu'il faut l'acheter parce que techniquement on a quand même des breakouts importants? Eh bien, c'est la question dont je vais essayer de répondre ce matin. Alors, comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance du disclaimer. Alors, le trading avec effet levé amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, avant de poursuivre ce webinaire, pour ceux qui ont participé hier au webinaire avec Vincent et l'autre webinaire avec Christophe de Trend France, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez aimé, si vous voulez plus de webinaires de ce type, enfin surtout webinaires du type interview. Voilà, n'hésitez pas à me dire vos commentaires afin que je puisse m'organiser, voilà, m'adapter à ce que vous préférez. Alors je vais en attendant en profiter pour saluer tout le monde. Alors bonjour François, j'espère que vous allez bien. François, bonjour. Moa, que je sais également. Frédéric, mais Gérard, Raymond, voilà, bonjour à tous, à toutes et à tous. Hubert, Gilles, Brice, voilà, bonjour. Alors, petit point sur l'actualité, comme vous le savez, j'écris un article très tôt le matin qui fait un point sur l'actualité. C'est pas du tout l'analyse, mais bon, si vous voulez un récap finalement de l'actualité, un récap court et concis, je pourrais aller plus dans les détails, mais voilà, je vous invite à lire cet article qui ressort entre 8h et 9h le matin. Nos principaux indices américains clôturés à l'équilibre. Alors on a Jérôme Powell qui n'a pas surpris les investisseurs en indiquant une pause dans la remontée des taux de la Fed et la conservation d'une grande partie de son bilan. Nouveau discours de Powell à 16h, cette fois-ci devant le comité de la Chambre sur les services financiers américains. Notamment, on a Powell qui a averti que l'inflation aux États-Unis allait descendre quelque temps sous la cible des 2% de la Fed. Donc voilà, si ça descend en dessous des 2%, dorénavant, il ne faut pas s'inquiéter si ça ne dure pas très longtemps. En Asie, clôture en ordre dispersé dans le sillage de Wall Street. Sur le Forex, on a le dollar qui reprend quelques couleurs face à l'euro et la livre sterling. Theresa May qui a laissé la porte ouverte à un report de Brexit au-delà du 29 mars, donc hier. Voilà, donc Theresa May qui va laisser au Parlement le choix de reporter le Brexit ou non. Enfin, donc aujourd'hui, ce qu'on attend, alors pas vraiment de macro, ça va être surtout de la politique, que ce soit monétaire ou de la politique, tout simplement. Donc on aura un discours de Benoît Cœuré, membre de la BCE à 9h30. On aura la conférence de presse annuelle de la Bundesbank à 11h. Le nouveau discours de Jérôme Powell à 16h. Et enfin la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un ce soir et demain. Voilà un petit peu l'actualité. Donc concrètement, clôture dans un ordre mitigé à Wall Street. On voit que le S&P a légèrement baissé, le Dow Jones, quant à lui, a légèrement progressé, le Nasdaq plus 0,11%, DXY, il a vraiment chuté. Alors pas parce qu'on a eu des chiffres décevants, ou pas parce que le discours était dovish de Jean-Paul, il n'a pas surpris le discours. Vraiment, le mouvement baissier sur le dollar est dû au fait de l'appréciation de la livre. Il y a eu
un important bond de la livre hier. Et comme vous savez, la livre fait partie de l'indice DXY. C'est, il me semble, voilà, une quinzaine de pourcents. Donc forcément, si la livre bondit de 1%, ça fait pression sur le DXY. Et c'est pour cela que finalement l'euro a progressé, le dollar a progressé, la livre a progressé, que l'or a progressé, etc., etc. Bon, maintenant le dollar reprend quelques couleurs ce matin. Il surperforme de peu les devises majeures. Le VIX qui gagne un peu de terrain encore une fois, plus de 15%, donc c'est beaucoup moins que ce qu'on avait eu lundi où le VIX bondissait de 10%. Mais voilà, ça reste une hausse. Ce matin, le 10 ans US perd 2 points de base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché obligataire est acheté. Le yen est acheté également ce matin. Le gold recule, parce que comme je vous l'ai dit, le dollar est acheté ce matin. Le Nikkei et le MSI Asie et Japon, on voit qu'ils clôturent dans un ordre dispersé, donc on n'a pas vraiment de direction. Je pense que les marchés européens, voilà, attendent des nouveaux catalyseurs, que ce soit indice européen ou indice mondiaux. Donc on est à l'équilibre pour le moment. Au niveau du calendrier économique, donc voilà, je vous l'ai donné. D'un point de vue macro, pour moi, la seule annonce à surveiller, ça sera au niveau du Canada, l'IPC à 14h30, que vous pouvez constater, attendu en baisse à 1,40% contre 2% lors de la précédente publication. Alors, on va passer au vif du sujet. On regarde les devises majeures. On voit le dollar qui a reculé parce que quand je me suis connecté il y a un peu plus d'une heure ce matin, le dollar il était le deuxième ou la troisième devise qui surperformait. Là, on a le yen qui surperforme. Il faut savoir que on a une annonce il y a à peine une heure disant que voilà, il y a eu quelques conflits entre l'Inde et le Pakistan. Je ne sais pas si vous avez suivi. En clair, le Pakistan. Alors, je me suis pas énormément renseigné dessus, mais voilà, on aurait l'Inde qui aurait Pakistan qui aurait abattu deux, avions indiens, deux avions de chasse indiens, et ces avions pakistanais, qui ont abattu les avions indiens, ont lâché deux bombes. Après, on ne sait pas si c'est en Inde ou si c'est voilà au Pakistan, mais voilà. En tout cas, il semblerait qu'il y a un soupçon de conflit, en tout cas une escalade du conflit entre le Pakistan et l'Inde. Donc ça à surveiller parce que ça pourrait être un facteur qui pourrait justifier de l'aversion au risque, puisque le Pakistan et l'Inde c'est quand même des pays très très importants. Donc voilà. Alors, bonjour. Alors, avec Vincent, super, me dit Vladimir. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Pascal, bonjour. Ça fait plaisir de vous retrouver chaque matin. Mais écoutez, Pascal, c'est un plaisir qui est partagé, sincèrement. Sinon, vous savez que j'ai aucune obligation de faire ce webinaire. Donc, si ça me plaisait pas, je ne le ferai pas. Voilà. Donc, c'est un plaisir qui est partagé. Uber, GPP USD bloqué sous nuage Ishimoku, MM20 et Do, 1,3260. Alors on va voir ça. Raymond, tout webinaire que vous pouvez en plus est bien intéressant pour moi. J'y participe dans la mesure du possible. Et écoutez, c'est parfait Raymond, merci pour votre message. J'ai écouté en replay, très bien vous et Vincent. Parfait. Parfait, donc vous avez concrètement notre opinion entre moi et Vincent. On ne se concerte pas sur nos opinions avant, on les partage, mais concrètement, voilà, si on est opposé au niveau des opinions, on le dit. Donc voilà, ne vous dites pas que nous nous concertons pour avoir la même opinion, pas du tout. Alors Trump va se faire sake. Alors, je n'ai pas très bien compris la petite blague Hubert. Désolé. Brice, 3 fois que le DAX 30 tape sur R1D1 sans clôturer au-dessus, stochastique et RSI qui flanche petit à petit. Exactement Brice, alors on va voir ça tout de suite. Je vous propose donc de commencer par les indices. Déjà le VIX, voilà, qui a bondi légèrement, qui a bondi lundi, qui a continué à progresser mardi. Voilà, on regarde les autres actifs, les autres indicateurs de risque. VVIX, pareil. La force relative entre cyclique et défensif en baisse. Entre VIX et VIX 3 mois, ça remonte. Donc, le marché commence à se recouvrir sur du court terme. Alors, on n'a pas une majorité de couverture sur du long terme. Vous savez que normalement, les périodes où c'est perspectives négatives à court terme, quand le marché est négatif, a des perspectives négatives sur du très court terme, cette force relative passe au-dessus de 1. C'est-à-dire que le VIX à 30 jours est supérieur au VIX à 3 mois. Dans la logique, il y a beaucoup plus de risques à long terme, donc le marché se couvre beaucoup plus sur du long terme. Donc cette force relative doit être inférieure à 1 dans des environnements d'appétit au risque. D'accord. Dès qu'on passe au-dessus de 1, ça veut dire qu'on est dans un mouvement où le marché anticipe à très court terme une baisse des marchés. D'accord. D'ailleurs, si on superpose à cela le cours du VIX, le cours du S&P 500,
Alors SPX, SP. Voilà, si on superpose à cela le S&P, on voit que dès que ça passe au-dessus, vous voyez, là on a un mouvement. Bon, on a déjà eu le mouvement de panique, c'est la fin du mouvement pour le coup. À ce moment-là, on repasse au-dessus, mouvement de baisse. Vous voyez, où est-ce qu'on repasse au-dessus? On repasse au-dessus à ce moment-là. Vous voyez, clôture au-dessus. Alors c'est binaire, hein, c'est soit on clôture au-dessus, soit on clôture en dessous. Hein. C'est ça, c'est le signal. Hein. Là, on clôture également au-dessus. On a une petite temporisation après une nouvelle baisse. Par ici, on clôture. Alors, on clôture au-dessus. Vous voyez la bougie verte, clôture au-dessus de la ligne horizontale violette. Alors ici non. Par contre ici oui, on clôture au-dessus. Oui, c'est assez binaire. Alors on vient pas chercher les tops avec ces stratégies, mais on voit très clairement que dès qu'on passe au-dessus, on a un mouvement qui est baissier généralement, soit le chandelier suivant, ou en tout cas quelques chandeliers après. En tout cas, dans le pire des cas, on n'a pas un rebond. On n'a pas une hausse du S&P dès qu'on a cette clôture à la hausse. Donc ça peut être un début de stratégie. Hein. C'est pas une stratégie entière, mais c'est des signaux qui peuvent servir de point d'entrée concrètement. Donc voilà, cette force relative, si elle venait à passer au-dessus de 1, si on venait à clôturer au-dessus de 1, ça serait un signal clairement baissier pour les marchés actions sur du très court terme. Parce qu'on voit que la baisse qui suit, ça ne dure que quelques chandeliers, hein. Ça fait pas une tendance de long terme. Hein. C'est une baisse qui dure parfois qu'une seule séance, parfois ça dure une semaine, mais pas vraiment plus, d'accord. Donc voilà, si cette force relative clôture au-dessus de 1, ce sera un signal baissier vraiment pour du swing trading à court terme. Alors, S&P en journalier, on voit qu'on est en baisse hein, depuis après avoir atteint un plus haut à 2813 lundi. Donc voilà. Alors attendez. Oui, d'accord. Donc c'est bon. Donc voilà, on est en baisse sur le contrat futur également. Par contre, en 4 heures, on est toujours dans le canal. Donc moi, si je devais rajouter une chose par rapport au webinaire, à l'analyse que je vous ai présenté avec Vincent hier, eh bien, c'est que finalement, voilà, vous savez qu'on est assez prudent au de 2800 points sur le S&P 500. Maintenant, pour pouvoir trader, voilà, une baisse du S&P, comme je vous l'ai dit, donc hier matin dans mon webinaire, il y a les traders agressifs qui vont vendre ce niveau de prix, mettre un stop au-dessus des 2821 points et aller chercher un retracement à 2600. Donc Vincent, lui, il vient chercher la Tenkan, non pas la Tenkan, pardon, alors j'ai plus le nom en tête. Attendez. Je vais vous l'afficher. Il vient chez les 2730, il me semble, dans un premier temps. Donc voilà, c'est un objectif de beaucoup plus court terme. Alors Ishimoku, voilà, c'est à Kinjun. Hein. Alors non, oui, c'est bien un Tenkan. Hein. C'est à Tenkan. Il avait dit que ça faisait un bon fil de support et c'est vrai pour le coup dans cette tendance, la Tenkan a été assez intéressante. Donc Vincent dans un premier temps vient chercher les 2700, la Tenkan tout simplement. Et moi par contre j'ai un objectif baissier beaucoup plus important puisque voilà, vu la hausse, je me dis qu'une correction peut se faire jusqu'à 2600 points. Alors bien évidemment, on peut avoir des objectifs intermédiaires comme l'objectif de Vincent, la Tenkan, comme ce plus bas ici à 2700, vous voyez. Mais dans l'idée, moi j'irai chercher les 2600 points. Après, faudra être tout, tout est une question de gestion ensuite de risque, savoir baisser son stop au bon moment, etc. Ça c'est un autre topo, mais concrètement le potentiel baissier, si on sort par le bas de ce canal, c'est le retrace intégralement, donc c'est un retour à 2600 points. D'accord. En plus de cela, ça correspond à environ 38% par rapport au sommet, 38-50%, vous voyez. Donc voilà, moi je me dis que si on sort par le bas de ce canal, les traders qui sont plutôt défensifs auront un bon signal de vente pour shorter le S&P jusqu'à 2603 points. Voilà, donc ça peut être un signal baissier pour les traders défensifs. Maintenant, je répète, pour les traders qui sont agressifs, je pense que le prix actuel peut être intéressant à shorter avec un stop au-dessus des 2820 points. Parce que, vous voyez, ça fait un stop d'une quarantaine de points pour aller en chercher 180. Ça fait un ratio score rendement alors de tête de 4,5 points. Donc 4,5, c'est assez intéressant quand même. Hein. Alors, je vais venir sur le Forex un peu dans quelques temps. Là, c'est sur les indices. Alors, mais à 15 heures moins. D'accord. Donc 15 heures pas top à ce que je comprends. Alors, quelle heure voudriez-vous un webinaire régulier? Alors pas toutes les semaines, mais un webinaire interview d'une personne, d'un trader.
d'un trader. Voilà, dites-moi les heures qui vous conviennent le mieux. Alors pas le matin parce que le matin il y a suffisamment de webinaires pour le moment, mais du coup dans l'après-midi ou alors en fin d'après-midi, voilà, je ne sais pas, 15h, 16h, 17h, 18h, 22h peut-être pas, mais voilà, tant que c'est avant 18h heure française, c'est parfait. Enfin c'est parfait, ça me va en tout cas. Alors bonjour tout le monde, petite question, est-ce que tout le monde est d'accord pour voir un triangle weekly mensuel sur Euro-Yen? Alors sur Euro-Yen, alors je ne sais pas pourquoi je vais sur l'Euro-Yen, je me suis dit que je terminais sur je faisais les indices, donc je suis les indices. 15h c'était super, me dit Adji. Philippe, suis dispo vers 12h en général. Alors 12h c'est un petit peu l'heure de manger, hein, donc enfin il y a certaines personnes qui mangent à 12h, donc voilà, 12-13h on va éviter quand même. Avant les US, comme l'heure du dernier interview est pas mal. Très bien. Bon, je verrai. Je vais étudier cela. Bon, en tout cas pour le CAC 40, même configuration un petit peu que le S&P 500. Alors on plafonne pas sous une résistance comme les 2800 points. On est plutôt dans une zone où voilà, regardez, on est dans une zone entre les 5000, légèrement en dessous des 5184, qui était le sommet de 2015, qui était un pivot en 2017. Vous voyez, support, résistance. Donc voilà, on peut pas sous-estimer les 5184. Et donc voilà, donc on est sous résistance. Par contre, en 4 heures, c'est pareil. C'est-à-dire que le CAC, voilà, il est sous résistance. Enfin, il est dans une résistance, plutôt dans une zone de résistance, mais on est dans un canal. Donc, pour le moment, j'ai envie de dire que la baisse, elle est assez limitée. Tant qu'on est dans ce canal, la baisse, c'est un retour en bas. Vous voyez, à 5133. Donc, ça me semble possible qu'on a cherché 5133. Maintenant, vraiment, comment dire, le mouvement important se fera si on y sort de ce canal. Si on y sort, on ira chercher 5000 points, voire même la moyenne mobile à 200, non, pardon, voire même les 50% de retracement de cette tendance. Donc vers 4891. Voilà tout. Donc vraiment, tout se joue dans ce canal. Est-ce qu'il faut shorter ce matin le CAC 40? Bien, moi j'estime que si on est baissier si on tente la vente du S&P, vous voyez, au prix actuel avec un stop au-dessus des 2800, il n'y a pas vraiment de raison que le CAC inscrit des nouveaux plus hauts annuels. D'accord? On peut le faire en intraday de quelques points, mais on va pas avoir un nouveau mouvement de 100 points à la hausse du CAC si le S&P plafonne sous 2800. D'accord. Donc le mouvement haussier, on peut en avoir en intraday, on peut avoir des nouveaux sommets annuels en intraday, comme ce qu'on avait eu hier, d'accord, à l'inverse du S&P. Mais voilà, on voit que c'est de quelques points. Donc l'idée, c'est que si on décide de shorter le CAC à ce niveau de prix, il faut pas mettre un stop juste au-dessus du récent sommet. Il va falloir mettre un stop peut-être 20 points, peut-être 30 points au-dessus du récent sommet. D'accord. Comme ça, on est couvert au cas où qu'on a un nouveau plus haut annuel d'une dizaine de points, on se fait pas sortir bêtement. D'accord. Et vous voyez que, alors, par rapport au prix actuel, si on met un stop, voilà, 5284, ça fait un risque de 61 points. Et si on vient viser 5000 points, ça fait 220, donc 60 pour 220, 60 pour 220, ça fait presque un ratio risque de 4, un peu moins, ça fait 3,6, voilà, de tête. 3,6. Donc, voilà, c'est moins intéressant que le S&P qui est de 4,5, mais ça reste quand même quelque chose de voilà, d'exploitable, d'accord. Voilà, donc le CAC 40, le DAX, le S&P, c'est pareil. Alors le DAX, on voit, on en avait parlé en début de semaine, hein, on avait parlé de cette zone. Alors c'est un petit peu brouillon comme ça. Je vais vous commenter, ce sera un petit peu plus clair. En fait, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a on a une épaule tête-épaule de long terme, d'accord, avec un objectif baissier jusqu'à 9849, ça c'est un objectif théorique, mais en même temps on a une épaule tête-épaule inversée. Et ce qui est assez marrant, c'est que, enfin marrant, ce qui est intéressant à constater, c'est que la ligne de coup de l'épaule tête-épaule inversée, c'est quoi? C'est cette oblique qui faisait auparavant office de support. Vous voyez, support, la première épaule, la deuxième épaule. Voilà. Et donc ça donne un objectif haussier vers les 12 500. Mais dans le même temps, vous voyez, on bute sous cette oblique qui correspond à la ligne de coup de l'épaule tête-épaule de long terme. Donc là, pour le moment, on est dans une zone assez compliquée à trader. Vous voyez, on est entre cette ligne de coup où là, on peut vraiment imaginer et même vraiment prévoir une pression vendeuse importante.
Et on a une pression acheteuse qui est au niveau de cet oblique, d'accord, et même de cet oblique finalement de long terme. Donc on est un petit peu, vous voyez, dans une zone assez délicate, d'accord. Donc dans cette zone-là, pas facile à trader le DAX selon moi. Si on y sort par le haut, bon bah, on pourra dire que la pression acheteuse provenant de cette figure de retournement, eh bien, se concrétise. Donc on pourra aller chercher les 12 500. Maintenant, si on réintègre, si on repasse en dessous de cette oblique baissière, de ces deux obliques finalement, vous voyez l'oblique haussière de long terme et l'oblique baissière ici, donc la ligne de coupe de l'épaule tête épaule inversée, eh bien on ira chercher les 10 800 points. Est-ce qu'on peut construire un VIX inversé, c'est-à-dire un indicateur d'euphorie? Alors, le VIX, c'est l'indice de la peur, mais c'est également l'indice qui montre de l'euphorie. Le VIX, quand il est en dessous de 15, on a de l'euphorie. Alors, de l'euphorie, après, ça dépend ce que vous voulez dire par euphorie. On va dire plutôt en dessous de 10, un VIX en dessous de 10, c'est de l'euphorie. D'accord? Maintenant, il faut savoir que l'euphorie peut durer beaucoup plus longtemps que la panique. C'est pour cela que on peut pas avoir un indicateur qui mesure l'euphorie qui a les mêmes mouvements, enfin des mouvements comparables à ceux du VIX, c'est-à-dire vraiment des spikes, d'accord? Ça, en euphorie, ça n'existe pas, d'accord? Le marché, euh, rappelez-vous, hein, le marché, c'est des traders, c'est des acteurs, d'accord? C'est de la psychologie. Les prix, l'analyse des prix, c'est l'analyse psychologique du marché. Et il faut savoir que l'humain ne réagit pas de la même façon s'il y a la panique ou s'il y a l'euphorie. Donc on ne peut pas, non, on ne peut pas avoir un VIX, enfin on peut pas avoir un indicateur qui réagit comme le VIX lorsqu'il y a l'euphorie, c'est-à-dire des énormes spikes. Ça, c'est pas possible, d'accord. Maintenant, le VIX, c'est quoi? C'est pas qu'un indice de la peur. On l'appelle indice de la peur parce que voilà, on a des grands mouvements, mais euh, qu'est-ce que représente le VIX? C'est la couverture des investisseurs sur les options, si on devait faire simple. Donc en fait, dès que le marché est peu couvert sur les options, c'est qu'il estime qu'il n'a pas besoin de se couvrir. Donc qu'il a des perspectives positives. Donc on a plusieurs bornes à cela. On a la borne des 10, enfin on a la borne des 15, d'accord. On a 10 où là c'est extrêmement, voilà, on est dans une confiance vraiment très importante de la part des investisseurs. C'est vraiment on peut appeler ça de l'euphorie. C'est que le marché n'anticipe aucune baisse, d'accord. Il ne se couvre absolument pas, quasiment pas. Ensuite on a 20 où c'est neutre et ensuite on peut dire que au-dessus de 25 on a le mouvement de panique, mais le mouvement de panique, je dirais plus que c'est le mouvement, en fait, c'est pas vraiment le prix du VIX, enfin, c'est pas la valeur du VIX, c'est le mouvement de hausse. C'est ça la panique. D'accord? Mais en tout cas, dès qu'on a un VIX qui est au-dessus de 25, on peut dire qu'en fait, on est plutôt dans un mouvement où le marché est dans de la panique. Donc voilà, on a toutes ces bornes-là, on a 25, 20, 15 et 10. 10, en dessous de 10, c'est extrêmement, voilà, on est dans l'émotion, vraiment, dans l'euphorie. En dessous de 15, on est dans la confiance. À 20, bon, voilà, entre 20 et 15, on est dans de la normale. Euh, ensuite, voilà, au-dessus de 25, on est vraiment dans la panique. Et là, on est dans de la couverture, vraiment. Le marché n'est ni confiant, ni dans de la panique entre 20 et 25. Voilà, donc le VIX, c'est pour ça qu'on n'a pas des mouvements d'euphorie, on n'a pas des spikes vers le bas, d'accord? On n'a pas des V-bottom. La panique, vous voyez, le marché ne réagit pas de la même façon que lorsqu'on a de la panique et lorsqu'on a de l'euphorie. L'euphorie, elle peut durer longtemps. La panique, ça dure que quelques séances. C'est pour ça que finalement les meilleurs, le VIX est un indicateur extrêmement intéressant pour acheter les pullbacks. Parce que finalement, c'est quand personne en veut qu'il faut acheter dans la logique. Si vous lisez la plupart des livres d'analyse technique et je dirais même plutôt des livres d'investissement, comme par exemple de Warren Buffett ou d'Abraham, enfin voilà, ils disent que c'est c'est quand il y a la panique qu'il faut acheter, d'accord. Le VIX, c'est le meilleur peut-être indicateur pour mesurer la panique. Donc c'est clair que c'est pas forcément facile d'acheter le S&P ou le CAC, ou parce que le VIX est également, on va dire, valable pour le CAC, parce que si le S&P baisse de 3% d'une séance, le CAC, il y a 99,99% de chances que le CAC baisse également, et chute également. D'accord, c'est pas une baisse de 0,20. Si le S&P baisse de 3%, le CAC il suit de 2% au moins. D'accord. Donc le VIX, oui, c'est un indice de volatilité implicite sur les actions du S&P 500,
mais c'est globalement l'indice de la peur pour les bourses mondiales, pour l'ensemble des bourses, d'accord? C'est valable pour toutes les bourses, à part les bourses chinoises, où il n'y a pas il n'y a pas vraiment de corrélation entre le VIX et les bourses chinoises. Mais c'est le seul. C'est-à-dire que le VIX va être utile pour toutes les bourses mondiales des pays développés. Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, l'Europe, Amérique du Nord. Voilà. Le VIX, c'est utilisable sur tous ces indices-là. Par contre, dès qu'on va toucher les marchés émergents, le VIX n'a plus énormément, il perd beaucoup d'intérêt. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. J'ai fait une étude simplement, voilà, j'ai fait une étude statistique et j'ai constaté que le VIX, le Shanghai Composite n'est pas réellement corrélé au VIX. Par contre, c'est le cas du Nikkei ou du DAX. Sinon, il y a ma question, me dit Philippe. Philippe, Philippe, Ah oui, pardon. Bonjour, c'est parce que j'ai beaucoup de questions, hein. Alors Philippe qui demande, pouvez-vous nous expliquer l'indicateur de la force relative, indicateur par exemple sur Nasdaq et le Dow Jones, quand est-ce qu'on a super performant en intraday et peut-on détecter des divergences en 4 heures? Alors les forces relatives, bon, je l'explique souvent, il faudrait que j'en fasse un webinaire éducatif pour publier sur YouTube la vidéo et comme ça, voilà, c'est fait. Force relative, c'est quoi? C'est tout simplement en fait une comparaison relative de deux actifs. En fait, ça va pas vous dire si un actif est haussier ou baissier. Une force relative, c'est comme le forex. Quand vous tradez le forex, c'est vous tradez une force relative. D'accord? euh, Quand l'euro dollar est en hausse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'euro surperforme le dollar. D'accord? Mais vous pouvez pas dire que l'euro s'apprécie. L'euro, il s'apprécie face à une autre devise, mais il s'apprécie pas tout seul. D'accord? Parce que sinon, c'est-à-dire que si l'euro s'apprécie, il s'apprécie face à quoi? Face au dollar, face à toutes les devises. D'accord? Donc en fait, une force relative, c'est la comparaison de deux actifs. Ça va vous dire lequel surperforme, lequel sous-performe. Mais ça ne va pas vous dire, voilà, c'est pas un actif qui est tradable, à part sur le forex ou sur les cryptos, où là c'est que des forces relatives. Et voilà, donc la force relative, ça sert à savoir quel actif surperforme ou sous-performe. Et on peut le faire face à des indices boursiers, on peut le faire entre indices boursiers et métaux, on peut le faire face à n'importe quel actif, mais il faut qu'il y ait une cohérence derrière. Faut qu'il y ait une cohérence derrière. Donc, par exemple, on peut regarder force relative entre le Nasdaq et le Dow. On sait que le Dow, bon, ça perd un peu de valeur industrielle, mais à la base, le Dow, c'était un indice de valeur industrielle, puisque l'économie américaine, c'était une économie industrielle. Bon, maintenant, c'est beaucoup plus un indice technologique et plus d'informations dorénavant, avec tous les réseaux sociaux. Mais bon, en tout cas, on peut encore en débattre. Mais par exemple, si on veut savoir si les techs surperforment, au lieu de regarder le secteur technologique du S&P, on peut faire Nasdaq slash Dow Jones ou slash S&P. Si cette force relative est haussière, c'est-à-dire que le Nasdaq surperforme le S&P ou le Dow. À l'inverse, si cette force relative est baissière, c'est-à-dire que le Nasdaq sous-performe. Ça ne veut pas dire que le Nasdaq est baissier, ça veut simplement dire qu'il sous-performe. Qu'est-ce que ça veut dire sous-performer? C'est-à-dire que par exemple le S&P prend 10%, le Nasdaq prend 5%. Les deux indices sont en hausse, mais le Nasdaq sous-performe. Voilà un petit peu, voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir sur la force relative. Et bien évidemment, c'est possible de faire des forces relatives pour anticiper un nouveau mouvement. Vous avez le code du VIX ou doit-il intraday ou plutôt utiliser l'ATR? Alors, le code du VIX, le VIX le code c'est VIX, hein. VIX c'est VIX. Ou doit-il intraday? Alors intraday, vous pouvez utiliser l'ATR. Il y a un indicateur qui ressemble beaucoup au VIX, c'est l'ATR 10 périodes. Voilà, je vous dis juste ça comme ça. Il ressemble beaucoup au VIX, mais voilà, faut creuser quand même. Regardez, étudiez-le. Bon, je reviens au vif du sujet. Ouais, ça fait 30 minutes qu'on parle de cela. Donc le DAX, consolidation pour le moment. Sur les indices, mot de la fin, on est sous résistance. Les traders défensifs peuvent tenter des shorts, mais pour un moment, on n'a pas vraiment de signaux très importants qui nous suggèrent un repli des indices. D'accord? On est sous résistance, on plafonne, mais on n'a ni de signaux baissiers, ni de signaux de breakout qui seraient des signaux haussiers. Donc pour le moment, c'est wait and see pour les traders défensifs. Au niveau du FX, donc le DXY qui a fortement baissé hier et qui a atteint, regardez, le type de l'épaule tête épaule inversée. Donc ceux qui ont tradé, voilà, qui ont suivi le scénario de lundi, bien écoutez, félicitations, puisque le premier objectif a été atteint. Je pense qu'on peut, voilà, ça donne davantage de baisse. L'objectif 100%,
c'est qu'on a cherché cette oblique haussière qui correspond à une oblique support de long terme. Regardez, c'est support de mai, support de septembre et de 2018 et ensuite support en janvier, support deux fois support en janvier. Donc voilà, l'idée, l'objectif 100%, c'est qu'on a cherché cette oblique qui correspond également à la moyenne mobile à 200 périodes qui est en noir. Donc vous voyez, 95 points, c'est l'objectif 100%. Donc pour ceux qui sont à la vente sur le DXY, je pense que voilà, l'objectif de l'épaule tête épaule, c'est un objectif intéressant pour prendre une partie de ces gains. Maintenant, vous pouvez laisser courir jusqu'à cette oblique. Voilà, donc vous inquiétez pas, je vais répondre à toutes vos questions, hein. L'euro-dollar, donc qui est en légère baisse matin, mais qui a progressé grâce, voilà, à l'annonce de Theresa May, comme quoi elle allait laisser au Parlement le choix d'un report du Brexit. Donc voilà, l'euro-dollar est en hausse. On est venu atteindre les 1,14. C'était l'objectif du début de semaine, pareil. Après les 1,14, l'idée, c'est d'aller chercher, le haut de ce canal baissier. Le haut de ce canal baissier qui correspond également à l'oblique baissière du triangle. Donc là, on a des puissantes résistances. Donc c'est aux alentours des 1,14, alors même pas 1,1450, vous voyez. Ça va être 1,1430 plutôt. Donc encore 30 pips de hausse potentielle sur le dollar. Ensuite, les choses devraient se compliquer. D'autant plus que si l'euro-dollar revient ici à ce niveau-là, 1,1430, à mon avis, DXY sera pas loin de cet oblique support hein, que je viens de vous parler. Le GBP, nouveau plus haut annuel, plus haut même depuis, vous voyez, depuis le mois de septembre. Donc voilà, on a un bon signal de breakout, un beau chandelier haussier. Ça, c'est un signal qui est clairement bullish. Donc là, l'idée, c'est qu'on a cherché le haut 1,3481. Alors on m'a dit que on a en hebdo une moyenne mobile à 20 périodes. Alors moyenne mobile à 20, non, on est en dessous. Enfin, elle est en dessous, pardon. Donc pour moi, voilà, l'idée c'est que le GBP USD aille chercher les 1,34 et quelques, 1,3481 qui correspond à quoi? À ce top. À ce top, oui, ici. Je vous en avais parlé hier. C'était, vous voyez, un niveau de range qui a duré voilà, pendant tout l'été 2016, post-vote du Brexit. D'accord. Voilà, je me dis que le GBP USD, la prochaine résistance, c'est 1,3450. 1,3450, c'est un niveau majeur. Donc voilà, perspective haussière du GBP USD jusqu'à ce niveau de prix. Au niveau de l'USD Yen, alors l'USD Yen, on a un triangle. Le premier objectif d'un triangle, c'est quoi? C'est un retracement ici, un retracement intégral du triangle. Parce qu'un triangle peut se transformer en range, et c'est ce qu'il a fait. Regardez. Finalement, vous voyez que le triangle s'est transformé en range. Donc en fait, le premier objectif d'un triangle, et même généralement d'une pattern, généralement, je dis bien, surtout pour les triangles, c'est que dès qu'on a le breakout, c'est qu'on a cherché l'extrémité. Et qu'ensuite, on a cherché le mouvement théorique du triangle. Un triangle symétrique, c'est une figure généralement, je dis bien généralement parce que c'est jamais 100%, vous le savez, il y a plus de chances que ce soit une figure de continuation que de retournement. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est jamais une figure de retournement. Donc ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. Mais généralement, c'est plus souvent une figure de continuation. Continuation de quoi? De la précédente tendance. Quelle était la précédente tendance du triangle? Tendance haussière. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient chercher la hauteur du précédent mouvement, qu'on vient reporter au niveau du breakout. Ça, c'est l'objectif théorique d'un triangle. Donc là, on a un breakout haussier. D'accord? Ça donne l'objectif théorique jusqu'à ce niveau de prix. Mais moi, personnellement, voilà, ce que je conseille quand on traîne un triangle, c'est dès qu'on a le breakout, le premier objectif à court terme, c'est qu'on a cherché le récent sommet qui forme finalement un range. Parce que vous voyez, là, on a eu des prises de bénéfices et on repart en baisse. On repart en bas. Donc c'est un peu dommage voilà, de se faire stopper. Je dis pas qu'il faut prendre tous ces bénéfices à ce niveau de prix parce que voilà, l'objectif normalement théorique, c'est quand même la hauteur de ce précédent mouvement. Mais voilà, là on voit qu'on est dans un range. Donc pour moi, l'USD Yen, bon, on peut s'attendre à un rebond du dollar si on vient en proche de ce support. Parce que vous voyez que ce support correspond également à cette oblique, mais également au bas de ce canal ascendant, canal qui devient un biseau. D'accord. Donc là, on voit qu'on a quand même des supports très très importants où les acheteurs pourraient se manifester. D'accord. Donc le dollar yen a une perspective baissière plutôt limitée à court terme. Alors je regarde l'euro. Alors
Demandez-moi si vous avez des actifs sur lesquels vous voulez que je regarde au niveau du forex, parce qu'il y a eu beaucoup de questions et alors faudrait que je les lise toutes. Alors, donc GBP, est-ce qu'il faut acheter le GBP pour répondre à la question? Ah bah on va regarder l'euro GBP parce que c'est vraiment là où on a un signal important. Euro GBP plus bas de 21 mois, voilà, plus bas de 21 mois. Regardez, en plus on a eu la clôture journalière, c'est magnifique. Plus plus bas, gros chandelier baissier sous les 0,8620. Alors là, ce qu'il faut s'attendre, je pense, c'est un pullback à 0,8620. Et si on a le pullback, ça sera un signal intéressant pour passer à la vente. Pour passer à la vente, et l'idée c'est qu'on aille, on voit qu'on a réintégré ce canal, d'accord. Donc l'idée c'est qu'on a cherché le bas de celui-ci, et dans l'idée on pourra aller chercher les 0,8340, vous voyez, qui correspond au plus bas de 2017. Alors pourquoi le marché paye l'USBP alors que Theresa May reporte, alors que le Brexit va potentiellement être reporté? Eh bien pour le moment, qu'est-ce qu'on a au niveau du Brexit? Eh bien on n'a rien. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a rien. C'est soit que le Parlement n'est pas d'accord du nouveau projet, du nouveau accord sur le Brexit, qui n'est pas encore trouvé, hein, mais qui sera potentiellement trouvé d'ici voilà le vote du Parlement britannique qui est prévu le 12 mars. Donc si si Bruxelles et Theresa May trouvent un accord sur le divorce qui satisfait les parlementaires britanniques, ce qui est peu probable parce que le Parlement britannique est quand même assez divisé, hein. Enfin, il n'y a pas de consensus, il n'y a plus de consensus dans le Parlement, hein. Il n'y a pas de majorité. Alors oui, on a une majorité de... Non, on n'a même pas de majorité de conservateurs. On a une majorité de Theresa May parce qu'on a le parti nord-irlandais qui est allié, enfin, voilà, on a une coalition. Mais si vous regardez que les conservateurs, il n'y a pas de majorité. D'accord. Et d'ailleurs, parmi les conservateurs, il y a des partisans de hard Brexit et des partisans de soft Brexit. Donc, honnêtement, il n'y a aucun consensus dans le Parlement. Il y a eu peut-être, voilà, de tête, je dirais, dans le Parlement, il y a 30% pour un Brexit, il y a 30% pour un no Brexit, et voilà, il y a 40% pour un soft Brexit. Et encore, vous voyez, donc pour pour avoir une majorité d'accord, c'est extrêmement compliqué. Et donc voilà, donc Theresa May et l'UE négocient un nouvel accord qui, voilà, donc le but c'est de satisfaire le Parlement pour qu'il soit ratifié par le Parlement britannique et qui est, eh bien finalement un accord sur la table qui soit et qui ait un Brexit. Maintenant, Theresa May, ce qu'elle a dit, c'est que s'il n'y a pas d'accord, enfin si l'accord n'est pas voté, enfin s'il n'y a pas d'accord tout simplement, eh bien le Parlement aura le choix de reporter le Brexit. Sauf que d'après The Guardian, le Brexit pourrait être reporté jusqu'à 2020 d'après des membres de l'UE, d'accord. Ça n'a pas été officialisé. 2021, pardon. Et Theresa May a indiqué que voilà, s'il y a un report de Brexit, ça se fera jusqu'en juin de cette année, mais pas plus. Donc voilà, encore une fois, du flou. Et c'est ce flou-là qui a pénalisé la livre, mais dont pour le moment, eh bien la livre profite, puisque finalement, si on a un report du Brexit, c'est bon signe, parce qu'il veut dire qu'on a plus de chances d'avoir un accord, plus de négociations, donc plus de chances d'avoir un accord. C'est pour ça que la livre s'apprécie. Donc là, on a un signal baissier. Je pense qu'on peut attendre le pullback à 0,8620, puis passe à la vente, chercher les 0,85, 0,85 qui est un seuil psychologique quand même assez important. Voilà, donc il ne faudra pas le sous-estimer. Donc attendons un retour à 0,8620 à peu près, et ensuite vendre jusqu'à 0,85. Euro-yen, euro-UD. Voilà, oui, Theresa May est payée par Trump pour détruire le Royaume-Uni. Bon, ça je sais pas, hein, ça je ne sais pas. Je ne commenterai pas parce que voilà, c'est. Si vous avez des preuves, n'hésitez pas à me les envoyer, hein, mais voilà. Alors, l'euro AUD. Alors, l'euro AUD, ça fait longtemps que j'ai pas regardé cette paire. Alors, l'euro AUD. Regardez ici cette résistance. Encore une fois, l'analyse technique a été assez assez perspicace. Alors, l'euro AUD,
Alors ça, c'est une paire assez intéressante. Fondamentalement, l'euro UD, bon bah, à part la BCE et la RBA, bien évidemment, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle représente? Euh, Bah, elle représente pas grand-chose. Alors on peut pas dire que c'est une paire commodities puisque bon, il y a que la UD qui est une commo là-dedans. On peut pas dire que c'est une devise qui sert de baromètre comme appétit à version pour risque puisque les deux sont énormément influencés par le dollar, surtout l'euro. Euh, donc là, l'euro UD, bon, c'est une paire d'analyse technique qui, enfin voilà, c'est pas fondamentalement, elle représente pas grand-chose à part l'euro face à la UD. Mais je veux dire, il n'y a pas derrière une certaine, d'accord, un certain, ça sert pas de baromètre pour pour un indice ou pour un sujet précis. D'accord. Donc là, l'euro UD, techniquement, bon, bah, on est dans un range. On est dans un range. Alors c'est dommage parce que bon, j'ai l'impression qu'on était en train de faire un, un diamant, mais là on voit que bon, c'est pas vraiment un diamant, puisqu'un diamant normalement on aurait dû avoir un triangle ouvert puis un triangle, comment dire, symétrique, ce qui n'est pas le cas. Mais en tout cas, on voit qu'on a quoi? On a un sommet, un nouveau plus haut, un sommet plus bas. Donc en fait, ça peut être le début d'une épaule tête épaule. La ligne de coup serait à 1,5323. Si on passe en dessous de 1,5323, on pourra clairement dire qu'on a une épaule tête épaule, d'accord. Mais là pour le moment on n'y est pas du tout. Hein. Vous voyez que bon, cette épaule, elle est loin d'être complétée, donc on peut vraiment pas parler d'épaule tête épaule. Mais bon, en tout cas, si le cours passerait en dessous des 1,5332, ça serait une épaule, une tête, une épaule. Euh, donc voilà, l'objectif serait baissier jusqu'à concrètement voilà 1,42 dans l'idée, d'accord. Mais bon, pour un moment, on ne peut vraiment pas parler d'épaule tête épaule. Bon, l'euro UD, techniquement là, il y a pas grand chose. Regardez le RSI, bah, à l'image du RSI, le RSI il est à 50, donc il y a vraiment pas de tendance, il n'y a pas de momentum, il y a rien. Il y a autant de pression acheteuse que vendeuse. C'est ce qu'indique le RSI. Donc là, techniquement, il n'y a pas grand-chose à faire. Si on a le breakout de cette oblique, je vous dirais qu'on reprend la tendance haussière. D'accord, et c'est direction en 65. Maintenant, pour le moment, là, comme ça, je vois pas ce qui est possible de vous dire. Passons à l'euro-yen. L'euro-yen en hebdo, rebond. Donc on voit que le yen qui a été quand même vendu, hein, qui a sous-performé hein, depuis le début de l'année. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a de l'appétit pour risque à l'image du S&P. Hein. Je pense que ça résume assez bien la situation. Tout comme l'USD yen, on est dans un canal. Tout comme l'USD yen, nous sommes dans un canal. Voilà, donc sommet creux, sommet creux. Dans un canal, on vient voilà osciller avec les 125. Alors non, pardon, c'est pas 125, c'est une oblique. Mais bon, c'est à peu près à 125. Donc là, pour le moment, aussi longtemps qu'on est dans ce canal, moi je dirais que bah, les stratégies d'achat sont à privilégier parce que le mouvement, le momentum, il est haussier, donc il faut mieux, comme l'a très bien dit Christophe hier, surfer dans le sens de la vague, d'accord, et en profiter. Donc, euh, donc voilà, si on vient en bas de celui-ci, bah, faudra surveiller l'action du prix hein, pour pas qu'on ait un breakout. Mais si on a un rebond comme à ce moment-là, et je suis persuadé qu'en 4 heures en horaire on avait des divergences. Vous voyez ici, divergence en bas du canal, c'est une combinaison de signaux qui est assez intéressante à trader. D'accord. Dès qu'on est sur un support et qu'on a sur un support important et que sur une unité de temps plus faible, on a une divergence, c'est généralement un bon signal. Hein. Bien évidemment, il n'y a jamais 100% de chance, mais là, vous voyez, divergence, on vient en bas. Ça, c'est typiquement un signal de retournement. Et l'idée, bon, c'est soit vous payez une fois que le RSI dépasse 50, ou soit vous attendez le signal des bandes de Bollinger. C'est-à-dire à ce moment-là. Là, les bandes de Bollinger ont clôture au-dessus. Bon, vous voyez qu'on a eu là, pas de chance, on avait eu un retracement, mais on n'avait pas non plus eu, vous voyez, une chute. Ensuite, on avait eu le nouveau mouvement. À ce moment-là, pareil, la divergence, bande de Bollinger. Maintenant, si vous voulez quelque chose d'un peu plus qui réagit mieux, enfin, avec plus de signaux, c'est le meilleur mot, vous avez les bandes de Keltner. Bande de Keltner,
ça vous permettra d'entrer un peu plus tôt. Mais bien évidemment, si vous rentrez un peu plus tôt, vous avez plus de chances de que ce soit un faux signal. Il faut en être conscient. Alors, voilà, donc là, en l'occurrence, c'était ici le signal d'achat. Vous voyez, RSI qui passe au-dessus de 50, divergence, RSI qui passe au-dessus de 50, signal d'achat. Et c'était même ici, vous voyez, même ici finalement. Donc c'était beaucoup plus court, vous voyez, c'était beaucoup plus tôt que les bandes de Bollinger. Je remets les bandes de Bollinger. Bandes de Bollinger, bon, en l'occurrence, là je vais les mettre en rouge pour bien différencier, pour pas confondre. Ouais, donc vous avez votre signal sur les bandes de Keltner à ce moment-là, donc vous rentriez le chandelier précédent parce que vous attendez la clôture, alors que sur les bandes de Bollinger, il fallait passer à l'achat ici, d'accord, puisqu'on attendait la clôture. Donc vous voyez, vous avez une différence quand même de vue comme ça, près d'une soixantaine de pips. Pareil à ce moment-là, bande de Bollinger pardon, Keltner, c'est pris d'entrée ici. Ah bah comme les Bollinger, pour le coup là, vous voyez, Keltner et Bollinger en même temps. Bon là du coup c'était un puissant signal d'achat. Quand on a Keltner et Bollinger, bon c'est un bon signal. Donc voilà, donc on peut s'attendre finalement un peu le même type de signaux. Pareil ici, regardez, ici on revient en bas du canal, d'accord. Qu'est-ce qu'on a techniquement? On a une divergence puisqu'on a des creux du RSI de plus en plus haut. Et ensuite bande de Keltner, signal d'achat ici. Bon les Bollinger c'était même pas la peine, fallait attendre trop longtemps. Mais donc du coup vous pouviez rentrer à l'achat à ce moment-là. Ce qui faisait un stop, vous voyez, assez serré. Parce que vous mettiez un stop sur le plus bas, ça faisait 40 pips de risque pour voilà aller chercher. Après c'est à vous de voir, mais vous pouviez aller chercher vous voyez, des serrer son sommet par exemple. Serrer son sommet, rien que serrer son sommet, c'était donc 40 pips de risque pour 80 pips de gain. Donc c'était un ratio de rendement de 2. Donc voilà l'idée pour l'euro yen, qui est dans un canal assez intéressant puisqu'on a eu 3 points de contact. Donc voilà, 3 points de contact, ça c'est amplement suffisant pour valider comment dire, ce canal. C'est que si on revient vers le bas et qu'on commence à avoir une divergence qui se forme, eh bien l'idée ça serait de passer à l'achat. Alors le risque n'est pas accepté par les entreprises qui commencent à fuir. Donc pour le Royaume-Uni, bon ça, on a des chiffres, on voit des titres dans les journaux. Je ne sais pas. Honnêtement, moi je pourrais pas vous dire des faits très précis là-dessus. Voilà, je pourrais pas vous dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Brexit et le fait qu'on n'est pas d'accord, eh bien ça manque de visibilité. Et en tant que, imaginez un investisseur, il va pas investir sans qu'il ait de visibilité. À part ceux qui investissent sur du très 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 long terme, eux en profitent justement pour payer un meilleur prix, d'accord. Mais ceux qui voilà ont une vision de court moyen terme ou ceux qui sont sujets à leurs émotions, euh, eh bien ne vont pas investir. Enfin en tout cas ça me semble logique. Merci, me dit Frédéric 20 ans, auriez-vous un panel de backtest à faire pour mieux connaître une paire? Un panel de backtest pour mieux connaître une paire. Euh, alors plutôt, alors non, j'ai pas un panel de backtest. Si je devais répondre à votre question, non. Pour mieux connaître une paire, pour mieux connaître une paire, faut regarder avec les indicateurs. Ensuite, faut tester chaque indicateur, d'accord. Faut tester, faut backtester. Parce qu'une stratégie qui n'est pas backtestée, ce n'est pas une stratégie, d'accord. Vous ne pouvez pas savoir si une stratégie fonctionne. Enfin, même si vous l'avez backtesté, vous ne pouvez pas dire qu'une stratégie va fonctionner, d'accord. Mais au moins, pourquoi un backtest est intéressant? Parce qu'au moins vous savez ce qui ne marche pas. Un backtest, ça permet de savoir ce qui ne marche pas. Si vous faites un backtest et que votre stratégie ne marche pas, ça ne sert à rien de l'utiliser, d'accord. Maintenant, c'est pas parce que votre backtest fonctionne qu'il va fonctionner après, qu'il va fonctionner dans le futur, d'accord. Les performances passées, l'histoire passée ne prédit pas les prix futurs. Enfin, il y a des changements d'environnement, d'accord. Donc, faut en être conscient. Mais au moins, un backtest, ça permet d'exclure les stratégies qui ne fonctionnent pas. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc c'est pour ça que moi, j'invite vivement à backtester chacun votre stratégie de trading, parce que voilà, ça va vous permettre de savoir si
eh bien, c'est une stratégie viable. Pour Kellner en 1 heure, vous utilisez plutôt la bande inférieure en stop suiveur. Alors moi, j'utilise pas du tout les bandes de Kellner pour trader. C'est par contre un signal d'achat. Enfin, le signal de breakout, c'est un signal très intéressant, tout comme les bandes de Bollinger. C'est comme ça qu'il faut utiliser les bandes de Bollinger et les bandes de Kellner. C'est avant tout un signal de breakout. C'est pas un signal de stop suiveur. D'accord. Ensuite, les stop suiveurs, vous avez des possibilités. Vous pouvez utiliser les bandes inférieures, c'est possible. C'est la même logique que le stop and reverse. Vous savez, les paraboliques SAR. Si on a un croisement, si les paraboliques changent de direction, eh bien, vous devez inverser vous devez sortir votre position et passer dans le sens contraire. D'accord? Eh bien, c'est pareil pour les bandes de Kellner. Si finalement si vous êtes à l'achat et que le cours clôture en dessous de la bande inférieure de Kellner, c'est quoi? C'est un signal baissier. Donc, vous pouvez fermer votre position acheteuse et passer à la vente. D'accord? Maintenant, la simple utilisation des bandes de Kellner n'est pas suffisant pour être rentable sur les marchés. D'accord? Et pour en apprendre un peu plus, je vous invite à lire mon article éducatif sur les bandes de Kellner, où j'ai fait justement un backtest, et etc., etc. Donc, trader avec les bandes de Kellner. Vous voyez, vous avez un article et avec voilà, avec des explications. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les bandes de Kellner, n'hésitez pas à lire mon article. Qu'un indicateur est plus un stop suiveur. Alors, il y en a beaucoup. Hein. Ça dépend de votre stratégie vraiment. Il y a parabolique et il y a les paraboliques SR. Il y a quoi? Il y a l'ATR. Ça peut être un stop suiveur. Super trend. Il y en a des tas. En soi, il y en a des tas. Alors, je passe sur les commodities. Donc pour le forex, si je devais faire un mot de la fin pour le forex, léger rebond du dollar ce matin, ce qui est normal, c'est parce qu'on a eu une baisse importante du DXY hier. Donc comme vous commencez à le savoir, dès qu'on a un mouvement quand même assez important, eh bien la journée d'après, on a souvent, comment dire, un mouvement de inverse simplement, qui corrige pas l'intégralité du précédent mouvement, mais qui corrige une partie. Donc ce qui est le cas ce matin. Ce matin, le dollar s'apprécie. Ce qui est logique, c'est parce que finalement, dès qu'on a quelque chose qui s'apprécie trop ou qui se déprécie trop, c'était dû à l'émotion. Et donc finalement, avec un peu de recul, le marché constate que finalement, c'était voilà, le prix de la veille ne vaut pas réellement, ne reflète pas la valeur de l'actif en question à l'instant précis. Donc c'est pour ça qu'on a un mouvement inverse. C'est pour ça que l'émotion est généralement corrigée rapidement. Bref, et donc dollar rebond. Maintenant, ça change en rien pour le moment les perspectives baissières qui, d'un point de vue swing trading depuis le début de la semaine, sont baissières depuis l'épaule tête-épaule. D'accord. Là, on a eu le premier objectif de l'ETE qui a été touché. Deuxième objectif, c'est le bas, c'est cette oblique. D'accord. Donc perspective encore baissière pour le dollar, ce qui est donc positif pour l'euro ou pour le JBP ou pour l'or. L'or, comme je l'ai dit en début de semaine, il n'y a pas grand-chose à faire puisqu'on est dans une période de consolidation, ce qui est tout à fait normal. Comme si on regarde les précédents mouvements, après une importante impulsion, on a eu une consolidation qui a duré parfois un mois, parfois une semaine, mais en moins, ça a duré une semaine. D'accord? Et là, on est dans un triangle qui commence à être symétrique. Donc, vous le savez maintenant, si on a une sortie de ce triangle, premier objectif, ça sera un retracement, enfin, ça sera d'aller chercher l'extrémité, d'accord, de ce canal, de ce range. Donc, si on sort par le bas, on ira chercher 1320. Si on sort par le haut, on ira chercher 1333. Donc, je vous l'accorde, c'est très faible comme objectif, mais ce sera la première résistance, donc je ne vais pas vous dire qu'il n'y en a pas, donc ce sera la première résistance avant 1345, et ensuite suivra des nouveaux plus hauts. Mais pour un moment, on voit qu'on est dans un triangle symétrique. Nous sommes dans un triangle symétrique qui est ni plus ni moins qu'au précédent sommet, au sommet du 31 janvier. Voilà, donc triangle symétrique, comme ce fut le cas en janvier et février. Voilà, donc là, on a eu un triangle symétrique également. Regardez, sommet creux, 4 points de contact, c'est un triangle. On sort par le haut, finalement on revient par le bas, donc vous voyez le triangle. Regardez le triangle, en quoi il s'est transformé? En range. Donc vous voyez bien que triangle, bon, c'est une figure de consolidation, mais on peut avoir des faux signaux. Et d'ailleurs, c'est pas du tout une figure fiable.
d'après l'étude de Bulkowski. Mais là, du coup, on pouvait retracer une oblique, et c'était à ce moment-là que c'était possible de rentrer à l'achat, d'accord. Pareil ici. Alors là, le début de l'impulsion, bon, je vais pas tous les faire, mais bon, vous voyez très bien qu'il y a des triangles. Il y a des triangles généralement. Là, triangle, triangle, etc., etc. Donc voilà, pour l'or, poursuivre la consolidation à l'image de ce triangle. Si on y sort par le bas, c'est direction 1320 $. Si on y sort par le haut, c'est direction 1333 sur du court terme. Voilà. Et ensuite, il faudra absolument dépasser 1333 pour mettre en place des stratégies longues jusqu'à 1345. Maintenant, l'idée, c'est que sur du swing trading moyen terme, tant qu'on reste dans ce canal ascendant dans lequel on évolue depuis novembre de l'année dernière, eh bien, il y a beaucoup plus de chances qu'on y reste. D'accord? Faut laisser se faire porter par la vague, par le courant. Et le courant, il est haussier. Donc, ouais, il y a beaucoup plus de chances qu'on y sort par le haut. Donc, les positions short sur du moyen terme, c'est moyen, à part si vous avez vraiment des signaux baissiers majeurs. Mais moi, pour le moment, journalier, à part une divergence, je n'en vois pas. Mais bon, une divergence toute seule, c'est un peu risqué de la trader. Si on sort par le bas de ce canal, oui, totalement. Perspective baissière jusqu'à 1300 $, dans un premier temps. Mais tant qu'on est dans ce canal, ça me semble assez risqué d'être à contre-courant, d'accord? Et en hebdo, on est en zone de surachat, ok, mais vous voyez, le RSI n'est pas en baisse. Et le surachat n'est pas un signal de vente, pour le moment. Donc voilà, écoutez, alors je peux tracer peut-être une oblique, regardez. Petite oblique ici. Même peut-être mieux encore. Alors oui, c'est encore mieux, regardez là. Là, on a 3 points de contact. Ah, c'est excellent. Je n'avais pas vu avant. 3 points de contact. 1, 2, 3. Donc c'est clairement validé. On a 3 tops. On a 3 tops. Alors, on peut pas parler d'un triangle symétrique. Parce que normalement, c'est donc sommet, creux, ok. Sommet, creux, sommet. Mais là, on y sort par le bas. Donc vous voyez que là, du coup, on peut pas tracer d'oblique qui vient chercher ces 3 points. Donc on a plutôt une oblique baissière. Donc là, l'idée, dans un premier temps, c'est retour à 1355. Ensuite, on aura cette oblique qu'il faudra pas sous-estimer, parce qu'on voit quand même 3 points de contact. C'est pas rien. Surtout que ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'on a cette oblique. 3 ans. Depuis 2014, ça fait 5 ans. 5 ans, cette oblique. Donc, plus une oblique est longue, plus elle est longue et testée, plus elle est importante. Que ce soit une oblique, un support, une résistance, voilà. Plus elle est longue dans le temps et testée, plus elle est fiable. Après, attention, quand je dis tester, faut pas qu'elle soit testée plusieurs fois sur très peu de temps, parce que ça, c'est un signe de faiblesse. Mais quand on a des rebonds qui se font, vous voyez, testés, et qu'ensuite on a beaucoup de chandeliers qui séparent les deux creux, enfin les sommets ou les creux, ça, c'est un signal important. Donc là, voilà, si on a un signal haussier sur du moyen terme, ça sera direction l'oblique. Mais pour un moment, vous voyez, le RSI, bon, pas de signaux vendeurs. Hein. Et enfin, les cours de pétrole. Cours de pétrole, alors, intéressant, parce que le Brent, regardez, bon, on a eu le tweet de Trump indiquant que les prix du pétrole remontaient trop haut. Ensuite, on est revenu tester cette oblique et on rebondit dessus. Vous voyez, au pips près. Donc finalement, on n'est pas venu chercher cette ligne de coup de l'épaule tête-épaule. Donc pour un moment, techniquement, on a simplement un pullback, d'accord? Épaule tête-épaule. Bon, pullback à cause du tweet de Trump, mais voilà, on n'a pas d'invalidation de la stratégie d'acheteuse, d'accord? Au final, pour ceux qui se demandaient ici est-ce qu'on peut passer à l'achat, vous voyez, ceux qui ont été patients, eh bien, on peut passer à l'achat à un meilleur niveau de prix. Donc là, stratégie longue, et on voit qu'on a rebondi sur cette oblique. Vous voyez, on est venu percer cette oblique haussière de long terme, on est venu tester cette oblique haussière de court terme. Donc là, on voit que cette oblique, elle est surveillée. Et donc là, c'est toujours stratégie haussière à un meilleur niveau de prix pour ceux voilà, qui ne sont pas à l'achat sur le pétrole. Moi, je considère que mettre un stop sous la ligne de coût, parce que c'est la ligne de coût qui invaliderait la stratégie longue, pour aller chercher les 70 $. Ça me semble assez intéressant. Donc un stop de 200 pips, voire même on attend encore un retracement à 65. Ça fait un stop de 150 points à peine pour 500. Ça fait un ressoussement supérieur à 3. Ça peut être pas mal. WTI, pareil. WTI, journalier. Alors, tac. Voilà, donc WTI, pareil, un breakout de la ligne de coup de l'épaule tête-épaule, pullback, proche. Et là, par contre, là, on a un meilleur ratio risque rendement, j'ai l'impression, sur WTI. Stop de, allez,
70, 80, les 80 points. Ah non, pardon, un peu plus. Stop de, voilà, un peu en dessous. Stop de 125 points. Ouais, 125 pour aller en chercher potentiellement 60, la moyenne mobile. Donc voilà, entre les deux, puisque la moyenne mobile elle va tendre vers 60 d'ici là. Donc vous pouvez chercher à peu près du coup la moyenne mobile qui sera vers là. À peu près, ça dépend dans le momentum. Mais donc du coup 537, 125 pour 537, ça fait un ratio de rendement supérieur à 4. Hein. Supérieur à 4, donc là ça devient clairement quelque chose d'intéressant. Pour le WPI, d'après Warren Buffett, on va retester les plus bas 2018. Non, alors j'ai pas lu cette annonce, j'ai pas lu cela. Peut-être, je ne sais pas. Après, voilà, Warren Buffett n'a pas une boule de cristal. C'est bien évidemment, je dis pas que voilà, je suis meilleur Warren Buffett, pas du tout. Hein. Pas du tout. Hein. Mais voilà, il y a personne qui a le boule de cristal entre les mains. Chacun ses prévisions. Il y a plein d'analystes, enfin plein de personnes reconnues qui ont anticipé des cours de pétrole qu'on n'a jamais vu. D'accord. Faut savoir que le marché du pétrole, c'est je pense, parmi les majeurs, hein, parmi les plus importants marchés, c'est le plus opaque et c'est le plus manipulable. Finalement, qui est-ce qui dirige les cours de pétrole? C'est quoi? C'est l'OPEP, d'accord. Bien qu'elle perde la puissance sur le marché, c'est l'OPEP et on a les États-Unis. Voilà, donc il suffit que demain, vous voyez, on a le tweet de Trump. Vous voyez le tweet de Trump qui fait décaler le cours de pétrole de 5% d'un jour. Ouais, c'est le plus manipulable, le cours de pétrole. Donc voilà, ce que moi, mon analyse, l'analyse de Warren Buffett, l'analyse de n'importe qui peut être invalidée par simplement l'Arabie Saoudite ou par les États-Unis. Hein. Donc voilà. Moi, techniquement, je vois des épaules tête épaules inversées qui ne sont pas du tout invalidées puisqu'on est toujours au-dessus des lignes de coût. Donc, moi, j'estime qu'on a toutes les chances de revenir à 61 et quelques dollars. Maintenant, oui, peut-être qu'on a acheté les plus bas 2018 qui sont à 42 dollars. C'est possible. Il suffit que Donald Trump, qu'on ait une augmentation de la production jusqu'à 65 dollars, ou il suffit qu'on ait des tensions entre Donald Trump et l'Arabie Saoudite. Il y a un tas de facteurs qui pourraient influencer, comment dire, les cours de pétrole et dont personne ne peut anticiper. Voilà donc pour ce point de marché, écoutez, moi j'ai rien d'autre à rajouter. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Pas de second ou de troisième webinaire hein, pour ma part aujourd'hui. Hein. Ah si, pardon, le webinaire éducatif, pardon. Webinaire éducatif ce soir à 18h et j'aurai enfin le plaisir de vous présenter mon étude sur les gaps. Donc je vous invite à me rejoindre puisque ça sera du concret. Du très concret, une étude que j'ai faite sur Excel et qui ensuite a été backtestée avec l'aide de ProRealTime, hein, dont je suis en contact. Donc voilà, ça va être vraiment un webinaire très très spécial puisque c'est pas, voilà, c'est un premier webinaire de ce type où ce sera vraiment une étude que je vous présenterai avec vraiment du très concret où vous sortirez vraiment avec je dirais, des connaissances très avancées sur les gaps que vous retrouverez nulle part ailleurs puisque c'est vraiment une étude qui n'existe pas. Donc en tout cas que je n'ai pas trouvé sur internet et pourtant sur internet on trouve de tout hein. Donc voilà, je pense que c'est une étude qui vaut le coup d'être regardée et en tout cas j'espère qu'elle vous plaira. Donc du coup je vous dis à 18h ce soir hein, pour le webinaire éducatif sur les gaps. N'hésitez pas à venir avec vos questions et voilà, et d'ailleurs, je vous présenterai cette stratégie. Hein. Vous voyez que vous voyez depuis quelques temps maintenant. J'ai pris du temps, mais voilà, vous voyez que ça, c'est des backtests réalisés par moi et ProRealTime. Et voilà, vous en saurez clairement plus euh, sur les gaps parce qu'on entend un peu de tout. Hein. Les gaps, ils sont comblés est-ce qu'il faut trader les gaps voilà, on entend beaucoup parler des gaps, mais finalement, qui est-ce qui a on n'a pas de chiffres sur les gaps, d'accord. Donc là, c'était l'idée de mon étude. Donc voilà, je vous invite à me rejoindre ce soir. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas le lien d'inscription, je vous l'envoie tout de suite. Donc séminaire en ligne. Voilà. Après un second, il n'y en a jamais de troisième. Alors un second, il n'y en a jamais un troisième gap. Alors ça, j'ai pas fait d'études. Hein. Moi, ce que j'ai fait comme étude, c'est est-ce qu'il c'est profitable de trader un gap. Je me suis posé la question. On en parlera ce soir, mais en fait, s'il y a un gap,
par exemple sur le DAX ce matin, est-ce qu'il faut acheter le DAX et clôturer à la fermeture? Est-ce que c'est rentable ou est-ce qu'il faut le vendre puisqu'on part du principe qu'on va le combler? Voilà, c'est un peu la question que je me suis posée. Et donc j'ai fait des recherches. Avec voilà, j'ai téléchargé toutes les données depuis le début des années 2000 sur le DAX en journalier. Donc autant vous dire que voilà, il y a beaucoup de chiffres, hein, c'est pas optimisé sur 200 périodes. Donc voilà, après seconde, il n'y en a jamais de troisième. Ah, je parle de la rayon. Ah d'accord, très bien. Très bien, jamais 203, je vois. Donc oui, enfin, s'il y a que il y a que 2 webinaires aujourd'hui, hein, pas 3, donc voilà. Donc voilà, écoutez, merci pour votre attention. Excellente journée à vous et je vous dis à ce soir pour le webinaire éducatif.